C'est l'heure du sonneur. Et donc évidemment, vous n'avez pas pu le manquer. 3 jours de commémoration pour le 80e anniversaire du débarquement. On a déjà pu assister hier au début des festivités, réception des chefs d'État, Joe Biden descendant de l'avion, hommage aux vétérans venus sur place. Et on sait qu'aujourd'hui, c'était prévu et annoncé des annonces. Par le président de la République Emmanuel Macron concernant sa volonté d'une coalition de pays qui seraient prêts à envoyer des militaires en Ukraine, des entraîneurs. Enfin voilà, tout ça doit arriver aujourd'hui. On attend un peu la teneur des annonces. On ne sait pas encore exactement, mais on voit quand même l'idée. Et surtout, l'idée a été donnée dans un premier discours d'Emmanuel Macron où il parle de population, de peuple français, d'une jeunesse prête au sacrifice. Je vous propose d'écouter ça. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Officiers, élèves officiers, sous-officiers, officiers mariniers, marsouins parachutistes, quartiers-maîtres, matelots, aviateurs, et vous, élus de la République, Françaises, Français, nous tous, soyons à la hauteur de notre héritage de bravoure. C'est le legs de la résistance bretonne et française et de nos libérateurs. Voilà, vous avez entendu Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. On revient pour commencer sur ce sujet, évidemment, D-Day, Emmanuel Macron et peut-être éventuellement récupération. Allez, Régis de Castelnau, je vous donne en premier la parole. Je suis sans voix devant cette espèce de boursouflure. Et en plus, il ment. Cet homme ment tout le temps. C'est extraordinaire. C'est pas vrai. Toutes les études d'opinion le démontrent. La France est un pays malade, y compris au sein de sa jeunesse. Hein. On lui rappelle les émeutes de l'année dernière. C'était les jeunes. C'était la jeunesse de France. Et qui vient dire qu'ils sont prêts au même sacrifice que leurs prédécesseurs. On pense à la Première Guerre mondiale, mais c'est ridicule, c'est grotesque. Enfin, je suis atterré par ce genre de choses. Alors, j'ai vu que le chef d'état-major de l'armée de terre est venu dire oui, la jeunesse est prête au sacrifice. Oui. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a eu des sondages bidons avec des questions qui étaient naturellement biaisées et où on disait aux gens si votre pays est envahi, est-ce que vous vous défendrez? Les gens ont répondu oui. Mais là, en l'occurrence, est-ce que vous allez vous battre dans les plaines ukrainiennes contre la première armée du monde? Non, non, ça, personne ne veut y aller. Et à juste titre. Et à juste titre, qu'est-ce que c'est que ce bellicisme? Oui, mais justement, c'est ambigu. Là, vous voyez bien qu'il joue sur cette ambiguïté. D'abord, ambiguïté en récupérant cette commémoration historique et en la transposant dans notre présent. D'ailleurs, on pouvait entendre avant le discours de Gabriel Attal à l'Assemblée faisant ce parallèle entre la barbarie nazie de l'époque et puis l'autoritarisme russe aujourd'hui. Donc, un parallèle assez douteux. Et donc, en transposant tout ça, voilà, la vaillance de la jeunesse d'hier doit pouvoir, est prête aujourd'hui à repartir au fond. Sauf qu'en effet, vous avez raison, il y a une ambiguïté depuis le début, un double jeu et un double sens depuis le début. Non, mais attendez, Clémence, Gabriel Attal à l'Assemblée, la jeunesse est prête. Gabriel Attal, qui vient vous parler militaire, il sait même pas ce que c'est. Il n'a jamais touché une arme de sa vie. D'ailleurs, tant mieux, je dirais. Mais maintenant, on vous donne des leçons et on fait des comparaisons ineptes, absolument ineptes, entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui. Non, mais si vous voulez, on vit dans l'imaginaire. C'est du théâtre, c'est un simulacre et on vit dans l'imaginaire. On se raconte des histoires, on fait des discours en essayant de reprendre ceux Sauf des que la grands riposte ancêtres. russe ne sera pas forcément imaginaire. Non, les Russes, le gros avantage pour l'instant, c'est que les Russes sont des gens rationnels. Hein, ils calculent, ils regardent, ils disent pas ce qu'ils vont faire, la fameuse Maskirovska. Moi, j'ai le privilège d'avoir été un peu élevé dans tout ça. Moi, j'ai connu le 20e anniversaire, je me rappelle très très bien, le 20e anniversaire Du du débarquement. débarquement, celui où De Gaulle a refusé Oui, d'aller, la, une la- fois de la plus. fameuse citation de Euh, Perfit, c'était De Gaulle, où il se dispute un peu avec Perfit qui est censé le motiver pour y aller, et il refuse catégoriquement.
Non, 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 Perfit lui dit, et Pompidou répond, vous avez lu l'autre jour, j'ai bien écouté Oui, Clémence, vous avez lu la citation, c'est encore Pompidou qui vous l'a demandé. oui, Ça, voilà, lui, c'était le représentant oui, de la bien sûr. bourgeoisie Oui, oui. française qui avait été extrêmement prudent pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'était bien gardé d'accomplir le moindre acte de résistance. Après, on a eu Valéry Giscard d'Estaing, et là, la bourgeoisie française, c'est complètement rallié à l'atlantisme, qui n'était pas celui, bien évidemment, du général de Gaulle. Donc, oui, oui, je me rappelle très, très bien cette commémoration. À l'époque, on savait de quoi en parler. Et je parlais de mon expérience personnelle. J'appartiens à une famille de militaires de carrière. Mon père, mes oncles ont fait la Deuxième Guerre mondiale, mes grands-oncles la Première. Et donc, je savais ce que ça impliquait. Enfin, en tout cas, on me l'a appris. Aujourd'hui, entendre Macron et Gabriel Attal venir nous donner des leçons de patriotisme. Macron nous donne des leçons de patriotisme, lui qui procède au démantèlement du système industriel français, qui a vendu Atos, qui a vendu Alstom, pardon, Atos aussi d'ailleurs, Mm. qui a vendu Alstom et qui maintenant est tout content de racheter les turbines qui sont toujours, qui resteront sous contrôle américain, le double Oui. du prix qu'on les a vendues. En ayant Bravo, perdu, monsieur en ayant Macron. perdu l'exclusivité du Lorsque brevet, ces oui. mandats seront terminés, qu'il n'aura plus cette immunité présidentielle, j'espère qu'enfin les magistrats retrouveront un peu de courage, hein, et qu'on mettra le nez dans ces affaires-là. Donc que ces gens-là viennent nous dire aujourd'hui que la jeunesse est prête, etc., ça me choque tellement, Clément, ça me choque Oui. tellement. Tout. En plus, bon, il y a la commémoration. Après, il va y avoir Zelensky. les élections, les élections européennes. Il y aura les Jeux Olympiques et tout ça va continuer à se dégrader au fur et à mesure. Mm. Bon, c'est un épisode qui, à mon avis, n'a pas grand sens. Alors, attention, et je passe la parole à Alexandre. Oui. Je C'est pas suis grave, il aura de le deuxième quart d'heure, Alexandre. je suis de ceux qui considèrent que les rodomontades actuelles, toutes ces histoires pour prolonger la guerre en Ukraine, ne créent pas de risque particulier d'affrontement mondial débouchant sur le nucléaire. Je fais partie des, non pas optimistes, mais je fais partie des, je pense, réalistes. Hein. Mm. Mais je comprends les inquiétudes, hein, Oui, qu'on voit dans la presse et sur les réseaux. d'accord. Allez, Alexandre Langlois, c'est à vous votre tour. Ah bah non, non, bah du coup, effectivement, il y a cette confusion entretenue par Emmanuel Macron entre l'histoire et le présent. Déjà, à l'époque, les gens, certains étaient prêts à se sacrifier dans la résistance, c'est-à-dire défendre le territoire national français, qui était occupé par les nazis. Ce Mm. qui n'est pas du tout qu'envoyer des troupes dans un autre pays pour une guerre qui ne nous concerne pas. Oui. Donc en fait, il y a toujours ce rapprochement qu'Emmanuel Macron et toute cette classe politique, enfin une partie de la classe politique veut faire. Ah, nous sommes à Munich. Attention, il faut qu'on fasse les choses. Non, comme on l'avait déjà dit ici, et que par exemple Monsieur De Villiers l'a rappelé également, on est plus à la veille de 1914. Aujourd'hui, on est sur une guerre qui n'est pas la nôtre, qu'on va déclencher une guerre et un conflit plus généralisé pour défendre des intérêts particuliers. La guerre de 14, il y avait plein d'industriels derrière qui voulaient que ça se déclenche pour des besoins économiques. Donc, on est sur la même logique. Mm. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plusieurs camps. On dit, voilà, vous préférez les oligarques ukrainiens, les oligarques russes, mais personne ne parle du camp de la paix. Et une fois de plus, par exemple, ces commémorations qui vont se dérouler, le président russe n'est pas invité. Oui. Ça aurait pu être l'occasion de discussions de paix. Si jamais, Bah oui. il y en a qui disent, il n'aurait pas voulu venir. Mais oui, mais une fois de plus, Emmanuel Macron, après avoir pensé pour les Français, pense aussi à la place de Vladimir Poutine. C'est quand même incroyable de penser à la place de tout le monde. Ça doit se bousculer dans sa tête. À ce moment-là, ça aurait été la responsabilité des Russes, à ce moment de ne pas venir. Oui. Mais si on n'aimait pas l'invitation, on ne risque pas qu'ils viennent et on laisse plus qu'une seule option, la guerre. Et aujourd'hui, tout est fait pour théâtraliser la guerre. Et ça me fait exactement penser à 1914, par exemple 1917, particulièrement aux États-Unis, où le président Wilson avait été élu sur un programme « Nous n'irons pas en guerre ». Et finalement, grâce à une manipulation de l'opinion publique, 3 mois après son élection, enfin en 3 mois, pardon, donc en 1917, il a réussi à retourner l'opinion publique pour que ce soit le peuple qui demande de rentrer en guerre. Et on est sur ça aujourd'hui, une manipulation de l'opinion publique, la préparer, leur dire voilà, la seule option, c'est ça, Oui. et de retourner les gens. Très bon ouvrage, je recommande, hein, Propagandia, qui a été écrit par monsieur Bernet, qui explique comment en démocratie, on manipule l'opinion publique et que derrière les démocraties, il y a des gens dans l'ombre
qui ont le vrai pouvoir et qui contrôlent l'opinion publique. Donc voilà, donc on est sur, pour moi, ce système-là. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Macron dit la jeunesse est prête à se sacrifier, non, 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 comme l'a rappelé Régis, la jeunesse n'est pas prête à se sacrifier, les enfants de personnes sont prêts à sacrifier pour une cause qui n'est pas la leur. Est-ce qu'on remet à côté de ça les valeurs républicaines? Non, là on est sur des valeurs d'idéologiques, des valeurs économiques, des valeurs de tout ce qu'on veut, mais qui sont bien loin de la République française. De toute façon, Emmanuel Macron est en train de détruire la République française dans tous les sens qu'il peut. Donc en fait, là, on est sur complètement autre chose. Donc à partir de là, bah voilà, on prépare l'opinion. Et petite anecdote, Emmanuel Macron, à la différence de Gabriel Attal, lui a touché des armes parce qu'il s'est déguisé en sous-marinier, il s'est déguisé en pilote d'avion de chasse. Et par contre, il avait refusé à l'époque de faire son service militaire parce qu'il faisait partie des dernières générations pour qui c'était obligatoire. Voilà, petite anecdote au passage. Oui, vous faites bien de le rappeler. Alors, je voudrais ajouter une toute petite chose, Allez-y, bien Clémence, sûr. Non, non, mais vraiment très courte. En appeler au patriotisme ce type qui détruit la France, Alexandre vient de le dire, Mmh, mais qui passe son temps à nous parler d'Europe fédérale, mmh. qui détruit notre souveraineté au profit d'un État, d'un système supranational, et il vient nous dire qu'il faudra être patriote pour ce qui se passe dans les pays baltes ou en Pologne. Là, je parle des plus excités, hein, des bellicistes. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux, ça ne se fera pas. Donc le mensonge comme système de gouvernement, mais ça s'aggrave tous les jours. Alors, je voudrais, bah, justement, je vous garde un petit peu, Régis, parce que là, je sais que ça va vous faire particulièrement bondir. Bon, et on revient sur évidemment cette histoire de la Russie pas invitée. Faut-il encore rappeler, on l'a déjà fait ici, on va le refaire tout à l'heure, la part qu'a prise l'URSS à l'époque sur le front de l'Est pour cette victoire des Alliés. Et puis, évidemment, la présence de Zelensky qui est invité, suivi évidemment des annonces militaires qu'on va entendre. Et dans cette contradiction, on va dire, eh bien, on a entendu Léon Desfontaines, le candidat aux européennes du Parti communiste. Donc, on aurait pu croire que le Parti communiste, par son histoire, aurait pu avoir une ligne un peu différente. Dire il faut livrer des armes à l'Ukraine pour affronter et faire reculer la Russie. Vous qui connaissez le Parti communiste de près, Régis, ça m'intéresse de savoir comment vous réagissez. C'est quoi Bah, ces attendez, changements? Oui. j'ai entendu Léon Desfontaines, je me suis dit, tiens, le département d'État américain a un nouveau porte-parole qui parle le français, comme actuellement la femme qui est originaire d'Haïti. Non mais attendez, bon, ça n'a plus rien à voir, c'est une espèce d'organisation groupusculaire qui n'a rien à voir avec ce qu'était le Parti communiste français euh, tel qu'il a existé. Non, mais c'est l'alignement de toutes les forces politiques. Alors, vous avez le Rassemblement national qui veut absolument être, Plus blanc que blanc? Oui. dédiabolisé, voilà, qui veut dire ah ben oui, non, je suis prêt à aller au pouvoir. Bon, ils sont tous alignés. La position d'Emmanuel Macron. Et je vais dire un petit mot sur le rôle de l'Union soviétique. Euh, la position d'Emmanuel Macron, il est le factotum des intérêts américains. Dans la guerre en Ukraine, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce sont la vassalisation de l'Europe. Alors, sur la question de qui a, entre guillemets, gagné la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde sait bien, enfin, qui se penche un peu sur le sujet, Oui. que ce sont les Soviétiques qui ont fait, au prix d'un sacrifice énorme, qui ont débarrassé l'Europe du nazisme, Alors, on ne sait incontestablement. pas exactement le nombre de morts militaires, mais on sait que c'est un ordre d'idée autour de 11 millions de morts. Et pour les Américains, je précise qu'on est en dessous du million. Évidemment qu'on ne fait pas de décompte macabre, mais malgré tout, il faut prendre en compte cette Mais réalité. attendez, c'était des pays qui étaient alliés. Je rappelle aussi que les États-Unis avaient une guerre à conduire contre le Japon. C'était un énorme effort, mais ils ont eu ce privilège d'avoir un territoire qui n'a pas été touché Oui, par cette oui, guerre, alors que oui. l'Union soviétique a été détruite de fond en comble Mm, euh, pour toute sa partie occidentale, oui, évidemment. oui. Alors, Zhukov, qui était le grand patron de l'armée rouge, avait dit, après la signature de la capitulation à Berlin, nous, en parlant de l'Occident, nous les avons débarrassés du nazisme, ils ne nous pardonneront jamais. Et c'est effectivement ce qui s'est produit, parce que la réécriture de la Deuxième Guerre mondiale, Oui. elle a commencé dès le lendemain. Il y avait la guerre froide, les historiens ont réécrit l'histoire, et ce qui est assez amusant, ils ont demandé aux Allemands de l'écrire.
cette histoire. C'est assez étonnant. C'est-à-dire, Hitler était c'est-à-dire, ouais, mauvais, ouais. hein, mais nous, on était bien, on était gentils. Oh, les SS, ils étaient vilains, mais la Wehrmacht, qui a commis tous les crimes possibles et imaginables, et pour la première fois dans l'histoire, ce sont les vaincus qui ont écrit l'histoire. Alors, on en paye encore le prix, on progresse dans ce sens-là, parce Mais que comment vous attendez, quand vous dites, parce que là, moi je connais pas tout aussi bien l'histoire que vous, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quand vous dites ce sont les vaincus qui ont écrit l'histoire, à quel moment ils ont écrit l'histoire, les Allemands? faut compter 1947. 1947, Et par quand quel la biais? guerre, le guerre froide. Alors il y a comment dire, c'est une décision délibérée de la part des Américains. On va demander au chef allemand vous savez, il y a une historiographie militaire, hein, qui passionne beaucoup les gens d'ailleurs, hein. Et ensuite, les Britanniques s'y sont mis. Il y a en particulier un écrivain qui s'appelle Lidenhart, qui a fait parler tous les généraux allemands, et donc on a eu toute une écriture de cette guerre de ce point de vue-là. Et de la même façon, avant que De Gaulle n'arrive, la libération de la France, la libération de l'Europe, ce sont les Américains avec le débarquement du 6 juin. Vous avez reçu Éric Branca il y a peu de Oui, temps, ma chère Clémence, tout à qui fait. nous a expliqué que ce qu'il en était en réalité. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas remercier les Américains pour ce qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer Mais bien qu'ils sûr. nous ont libérés. Parce que grâce à De Gaulle, qui vient euh, dès le 12 juin installer son premier commissaire du gouvernement, son premier préfet à Bayeux, euh, grâce aussi à Eisenhower, qui a compris De Gaulle et Oui. qui a préféré jouer cette carte-là plutôt que celle de l'AMGOT, la fameuse structure d'administration de la France comme d'un pays occupé par les armées britanniques et américaines. Donc, merci aux Américains, mais malheureusement, on oublie l'histoire réelle telle qu'elle s'est produite. Alors, sur l'invitation des Russes, c'était pas facile. C'était pas facile. Emmanuel Macron a déclaré la guerre à la Russie à lui tout seul. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? On a ce président-là, nous, c'est pas de chance. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ils étaient invités. Ils étaient invités et à la dernière Ils ont minute, été on a désinvités. Oui. décidé, voilà, ça c'est nul. Ça c'est lamentable. Bon, mais c'est du Macron. C'est du Macron tout pur. Oui, puis il a dû subir des pressions, on comprend bien par qui. Mais J'ajoute une chose, le même Clémence. Emmanuel Macron qu'au début tout le monde félicitait en disant justement il joue ce jeu. Alors il faisait pas grand-chose, mais il jouait le jeu. Au moins ça il sait bien faire en général quand même. D'autres gens, il veut encore parler à Vladimir Poutine et il expliquait il faut continuer de lui parler. Et oui, la diplomatie c'est ça, régler les conflits c'est ça. Et là visiblement on a oublié aussi un petit peu ce que c'était que la diplomatie. Je vous laisse un Alors, dernier il mot, Régis, veut, là-dessus. Alexandre, j'aimerais qu'on oui, oui, change de oui, sujet. oui, c'est un camouflet insultant que les Russes prennent très mal. Ils ont raison. Et moyennant quoi, derrière, il va dire ah oui, il faut faire une trêve pour les Jeux Olympiques. Non mais attends, c'est quand même Ah oui. bon. Écoute, allez, je m'en tiens là parce que bon, c'est tellement Alexandre triste. Langlois, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce D-Day? Bon, il y avait encore beaucoup, Bah, beaucoup de choses à dire. beaucoup de choses à dire, mais Hmm. après, il y a la chose assez simple, c'est que pareil, le général de Gaulle, à l'époque, avait dit, enfin, après le dilemme, il avait dit qu'il fallait traiter l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural, Hmm. qui était en pleine période de l'apogée soviétique qui était tout sauf un régime très libre. Hein, voilà, qui était, c'est vrai qu'ils nous ont libérés dans partie des nazis, mais enfin pour les pays qui ont été occupés par l'URSS, c'était pas forcément mieux après. Mais n'empêche qu'à l'époque, il fallait discuter avec tout le monde parce que bah, du coup, il y a les intérêts des nations qui dépassent l'entendement personnel de chacun et que bah, faut faire avec la réalité politique qu'il y a en ce moment. Hmm. Et en ce moment, la réalité politique, bah, c'est que la dirigeante de la Russie, c'est Vladimir Poutine. Donc, soit on discute avec lui, soit bah, du coup, on ne veut pas discuter et on laisse qu'une seule option, la guerre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on empêche tous les moments de dialogue possibles. On empêche pendant les commémorations justement de la Seconde Guerre mondiale, la fin. Donc, c'était une occasion de parler de paix parce que c'était objectif derrière. Les Jeux Olympiques, pareil, les Russes vont pas avoir le droit forcément de défiler avec des drapeaux, etc. Donc, on a encore éliminé une possibilité. Je rappelle qu'aux Jeux Olympiques de Pékin, les Chinois et les Américains avaient pu discuter en off de plein de sujets parce que justement, ils se parlaient pas officiellement, mais il y avait des occasions officieuses de discuter et d'avancer. Donc là, on est en train de rater toutes ces occasions parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Donc, bah, voilà. Donc, encore une fois de plus, raté. Et sur le D-Day, bah, écoutez, il y a aussi une autre chose, c'est la différenciation entre les soldats américains qui sont venus se battre sur le sol pour Ouais. qu'on a envoyé à la boucherie comme n'importe qui
en fait, j'allais dire. Oui. Donc c'était des Enfin, des c'était de feu vraiment des finalement. conditions terribles, terribles. Et d'ailleurs, on en Voilà. a reparlé il y a peu de temps. C'était souvent, d'ailleurs, c'était pas les premiers de cordée justement de l'armée. C'était plutôt soit des prisonniers, soit les pauvres qui n'ont pas réussi à aller ailleurs. Enfin voilà, c'était pas l'armée Mais voilà, une fois glorieuse de des plus. Américains. Non, mais voilà, mais c'est comme pareil, le lourd tribut qui a été payé par la Russie, ça n'a Mm. jamais été les premiers de cordée non plus. Donc à Bien chaque sûr. fois, c'est les pauvres qui vont se faire tuer. Et aujourd'hui, c'est la même chose en fait. C'est qu'est-ce que prépare Emmanuel Macron, c'est qu'une fois de plus, lui, pour préparer sa guerre de l'autre côté, si on Mm. fait un parallèle, hein, c'est qu'il va envoyer les derniers de cordée, tous les inutiles, tous ceux qui sont rien. Enfin voilà. Donc continuer dans sa logique de société mortifère pour son confort Mm. personnel et ensuite ses amis. Ouais. Mais je fais juste une précision là-dessus, parce que, évidemment, on a fait une semaine, et vous l'avez bien compris, où on voyait les Américains et l'Amérique avec un autre angle que celui du débarquement, nos sauveurs, etc. C'est évidemment pour contrer ce récit unique avec lequel on nous écrase tous les jours. Mais en aucun cas, j'ai déjà dit un petit peu en introduction, il est question de remettre en question ce qu'ont fait ceux qui ont débarqué sur la plage. Eux se sont vraiment battus. D'ailleurs, j'ai entendu il y a quelques jours le témoignage de l'un d'eux qui était revenu ici en Normandie. Il n'était pas revenu depuis ce débarquement. Et il touchait comme ça sa poitrine en disant: c'était important pour moi de revenir en France, la France. Et donc, il s'est vraiment battu. Il a mis sa vie en jeu pour un autre pays, pour nous. Et ça, évidemment, hommage total à ces hommes-là qui se sont battus jusqu'au bout, qui avaient tellement de risques en plus de laisser leur vie. Il n'est absolument pas question de remettre en cause ce combat-là, évidemment, et on leur rend tout leur hommage aujourd'hui. Alors, on va changer de sujet. Je voulais parler des conditions de prison en général, et plus particulièrement celles de Mohamed Amra, qui avaient l'air plutôt sympathiques, on va dire, hein. Donc, je rappelle, Mohamed Amra, hein, c'est le fameux Lamouche, le prisonnier qui a été évacué et qui s'est évadé, enfin, on appelle ça comme on veut, le 14 mai dernier au péage, vous savez, de Normandie, une évasion très violente qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. On en avait déjà parlé ici avec vous. Et puis en fait, on se rend compte que ces conditions de vie en prison, alors on en savait déjà un petit peu, mais alors là, on en apprend encore plus avec le dernier reportage de BFM. Dans sa cellule, donc Mohamed Amra, eh bien, il pouvait fumer la chicha en se filmant en toute impunité. Il avait un certain nombre de téléphones, je crois une dizaine, des stupéfiants. Et puis, il avait des visites intimes. Ça, c'est la dernière nouvelle. Je vous propose d'écouter ce reportage, enfin un extrait de ce reportage de BFM. En se présentant à l'entrée des parloirs de la santé avec la carte d'identité de la sœur de Mohamed Amra. Ils vont avoir plusieurs échanges dans des parloirs. On parle de relations amoureuses très furtives ou très rapides. La jeune femme est aussi suspectée de lui avoir fourni une aide logistique dans un règlement de compte en juin 2022. Il lui est reproché d'avoir aidé 2 hommes de main d'Amra, venus de Paris jusqu'à Marseille, pour exécuter un rival. Voilà, donc il a pu même visiblement organiser aussi, alors son trafic pouvait continuer et organiser, pourquoi pas, des relations sexuelles et même une évasion. Ça pose quand même des questions sur ces conditions de vie et enfin, d'incarcération. Alors là, je me tourne d'abord vers vous, Alexandre Langlois. C'est dommage qu'il soit échappé, c'est ce qu'on dit. Il a raté l'excursion au château de Versailles. Oui, Mais le sinon, pique-nique. voilà, les mini-golf, etc. Donc, non, l'incarcération en France, en fait, malheureusement, faute de moyens, une fois de plus, qu'on voit que le taux d'occupation des prisons est surpeuplé et le taux d'encadrement, lui, est par contre sous-dimensionné dans les chiffres officiels. Donc, même les chiffres officiels le reconnaissent. Donc, ça veut dire qu'ils n'arrivent même plus à vérifier statistiquement la déroute du système pénitentiaire français. Donc, même en prison, il faut qu'ils achètent la paix sociale, en fait, pour que ça se passe bien. Et à partir de là, tout continue. Je veux dire, on avait vu quand Emmanuel Macron était venu faire le malin à Marseille pour démanteler les trafics de drogue XXL, il y avait des gens en prison qui étaient interrogés en disant Oui. nous, ça nous dérange peu, ça nous fait rire, on continue de gérer notre trafic de la prison et tout va bien en fait. C'est un passage un petit peu à une marque de noblesse de passer en prison, on se fait des contacts et on repart. Donc en fait, c'est tout le système carcéral en France qu'il faudrait revoir. On voit bien que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc à partir de là, soit on se donne les moyens d'avoir un système carcéral qui fonctionne pour les plus gros dangers, soit on se donne, comme je le répète assez régulièrement ici, les moyens de donner une vie en collectivité en prison pour que chacun se retrouve une place dans la société, mais pas à fumer la chicha, mais s'occuper à éplucher les carottes, la blanchisserie, etc. Et puis qu'il y a cette distinction qui soit faite. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a aucun budget pour rien du tout. Et après, on vient nous dire que on achète la paix sociale, y compris en prison. Donc au final, pour le moment, je trouve que le système carcéral français aide plutôt les criminels qu'autre chose. Oui, alors juste une question, et après je donne la parole à Régis. Alexandre, vous avez déjà proposé ce système comme il
peut exister dans les pays comme dans d'autres pays, que finalement ces personnes travaillent et organisent leur propre vie sociale sur place, elles fassent la blanchisserie, la restauration, etc. En France, donc on l'a compris, c'est pas du tout le système, c'est plutôt passif et on récupère les petits avantages qu'on peut récupérer, téléphone, machin, chicha, stupéfiants, enfin bon, voilà. Euh, mais est-ce que j'ai beaucoup entendu depuis hier cette version selon laquelle s'il n'y avait pas ces téléphones, si on ne leur laissait pas ça, en fait, la prison est une cocotte minute de toute façon et exploserait beaucoup plus vite et ce serait impossible à tenir pour les gardiens. Est-ce que vous considérez que dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, finalement, les gardiens n'ont entre guillemets pas trop le choix que de les laisser faire? Ou est-ce que Parce c'est que toujours regrettable que de laisser faire? Parce que je dis, on achète la paix sociale. Mm. C'est qu'une fois de plus, si on veut l'ambition d'une politique, c'est-à-dire que si jamais on veut une politique tout carcérale, très dure, où on prive les gens réellement de liberté, qu'on veut les punir sans forcément avoir un projet de réinsertion, ce qui est un choix politique, on met les moyens aussi. Je ne le partage pas, mais en fait, même ça n'est pas mis en avant, même pas mis en place. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, aujourd'hui, on a des affirmations politiques avec exactement rien mis derrière pour que ça suive. Donc aujourd'hui, oui, la paix sociale est achetée en prison. Les prisons, moi, j'avais travaillé notamment quand j'étais encore au RG. Régulièrement, il y a eu des visites ministérielles à la prison de Bois d'Arcy. À l'époque, c'était un taux de surpopulation carcérale qui était à 150%, un taux d'encadrement à 80%. Je rappelle qu'il y a des difficultés parce que, pareil, les gardiens de prison ne sont pas payés correctement. Donc, les derniers, il y a eu concours où ils ont été recrutés à 2 de moyenne. Donc, voilà. Donc, après, on recrute un peu n'importe qui aussi au bout d'un moment parce qu'il faut prendre les choses plutôt que de payer les gens correctement avec Oui. un encadrement et un suivi. Donc, aujourd'hui, oui, on achète la paix sociale parce qu'on ne veut pas se donner les moyens et on dit, voilà, il y a tant de gens en prison, il y a tant de chances et voilà, affaire réglée, circuler, il n'y a rien à voir. Mais tant que la France sera gérée par des statistiques et des tableaux Excel, nos dirigeants pourront croire que ce qu'ils disent est la réalité, alors que non, malheureusement, ce ne sont que des mots creux. Après, ça sert que la propagande officielle. Donc, n'y croient les mensonges que ceux qui veulent bien y croire. Alors, je me tourne vers Régis avec une question particulière. Que pensez-vous dans ce cas-là de la gestion d'Aquitator, Éric Dupond-Moretti? On va pas gâcher la journée, ma pauvre Clémence. C'est un pitre. Je pèse mes mots parce que on pouvait lui laisser une chance au départ. Donc, alors, il allait brailler sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il accepte, y compris toutes les lois liberticides, il les signe, il n'y a aucun problème. Non, il est confronté à un problème. Au-delà du narcissisme et de sa nomination, qui était un élément de la société du spectacle. C'est pas un vrai garde des Sceaux, c'est pas vrai. Bon, c'est un fake garde des Sceaux. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est la vérité du macronisme qu'on a là. Premièrement, on a l'effondrement du service public de la justice. Je rappelle que l'exécution des peines relève du ministère de la Justice. C'est-à-dire que les prisons, c'est le ministère de la Justice. On a un des budgets les plus bas d'Europe, on a un service public de la justice qui est en train de s'effondrer. Il faut aller dans les tribunaux, il faut voir comment ça se passe. Oui. Les répressions pénales, en particulier du trafic de drogue, les magistrats vous disent, mais moi, pour bien faire mon boulot, il me faudrait 30 dossiers, j'en ai 300. Mm. Donc, tout ça n'avance pas. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que tout ce qui relève des services publics, il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est important, tout ce qui relève des services publics est en train de s'effondrer. Deuxièmement, il y a le symptôme que raconte cette histoire. Le symptôme que raconte cette histoire, il y a une délégation d'élus mexicains qui est venue en Oui. France et qui a dit, attention, vous êtes en train de basculer. On en a déjà parlé, Oui. hein, Un Clémence, sur narco-État, oui. cette antenne, un narco-État. Il y a le phénomène de la corruption. Elle est au plus haut niveau. Elle est au plus haut niveau. On en a déjà parlé sur la question de la drogue avec ces parlementaires qui se sont fait prendre les mains, non pas dans le pot de confiture, mais dans le sac de cocaïne. Le problème, c'est que là aussi, on achète la paix sociale. Alexandre a entièrement raison, mais les truands arrivent à corrompre les gardiens. Au bout d'un moment, il y a la corruption descend puisqu'elle est présente au plus haut niveau de l'État. C'est un facteur de démoralisation au sens il n'y a plus de morale et elle descend au niveau à la base. Et ça, c'est très grave parce que le Amran, il avait tous ses avantages parce qu'il les avait achetés. Il cantinait, il y avait ce qui arrivait de l'extérieur et il y avait ce que les gardiens laissaient rentrer. Mais alors, attention, quand je parle de corruption, Oui, vous voulez dire qu'il quand je parle de donne des corruption, bacs chiches aux ils gardiens? peuvent acheter,
mais ils peuvent menacer aussi. Mmh. C'est pas facile. Si vous voulez, faut pas oublier qu'un gardien de prison, il passe sa vie en prison lui Oui, mais aussi. bien Il sûr. rentre chez lui le Ouais, soir. Ça fait ouais, une grosse différence, vous me direz. Mais enfin, quand même, c'est ouais. quelque chose la prison. Moi, je l'ai pas mal été dans ma carrière professionnelle. Je peux vous dire que c'est quelque chose, hein. Mmh. C'est une grande violence intrinsèque d'enfermer les gens dans une boîte comme ça. Eh bien, les gardiens, d'abord, ils peuvent céder à la tentation et ensuite, ils peuvent aussi craindre pour eux-mêmes. Bah, Vous évidemment. imaginez Mmh. bien qu'un gars comme Amran qui commande, qui téléguide des assassinats, je peux vous dire que pour menacer les familles, c'est très simple. Donc les gars, ils acceptent, hein. Non, c'est un ensemble. Quand je parlais de la vérité du Oui. macronisme, c'était un, les budgets qui font que les services publics dans ce pays s'effondrent, et deuxièmement, la corrosion à la base de la société où la corruption devient un mode de fonctionnement. C'est ça aussi le narco-État. Oui. Allez, je voulais aborder peut-être quelque chose qui, pour une fois, on aurait pu aller dans le sens du gouvernement Macron avec la proposition de Gabriel Attal de revoir un peu les règles pour les minorités délinquantes. Mais bon, il y a eu cette actualité qui est tombée, il faut quand même en parler. Bon, en plus, ça fait un petit peu écho au discours d'Emmanuel Macron sur ce ressortissant ukrainien du Donbass. Alors, précisez bien, hein, parce que parfois les titres ils disent ressortissant russe. Bon, il n'est pas russe, il est ukrainien, mais comme c'est un méchant entre guillemets ukrainien parce il est pro-russe. Faut bien préciser russe pour bien qu'on puisse mettre la bonne étiquette, hein. C'est intéressant d'ailleurs comme analyse. Donc ce ressortissant ukrainien du Donbass, pro-russe, voilà, on aura tout dit, a été interpellé avant-hier en urgence par un peloton de surveillance de la gendarmerie à l'hôpital de Gonesse. En fait, le pauvre, il s'est fait exposer du peroxyde d'acétone, une matière explosive, au visage alors qu'il était en train de concevoir un explosif artisanal. Et donc, évidemment, le motif terroriste est retenu. Est-ce que c'était pour les JO? Est-ce que c'était... En tout cas, ça montre... bon, bah, déjà, il est arrêté, donc c'est déjà une bonne chose, mais il a été arrêté a priori parce qu'il s'est fait exposer. Ça pose plusieurs questions. D'abord, sur le risque d'attentat. On avait déjà entendu parler des cercueils. Bon, finalement, les cercueils sous la Tour Eiffel ne seraient pas forcément une ingérence russe comme on l'avait sous-entendu au départ. Euh, Est-ce qu'on est en danger? Est-ce que c'est une façon de montrer que l'ennemi russe, enfin de communiquer là-dessus, c'est une façon de montrer que l'ennemi russe est véritablement un ennemi qu'il faut s'en méfier? Enfin voilà, autant de questions que je vous pose d'abord à vous, Alexandre Langlois. Ouais, déjà quelque chose de rigolo sur cette actualité, c'est qu'en fonction des médias, les titres n'étaient pas les mêmes. Le JDD avait titré Attention à un espion russe, CNews avait dit un espion ukrainien, et BFM, pour une fois, fait preuve d'impartialité en disant un ressortissant Du Donbass. russo-ukrainien. Oui, 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 Voilà, russo-ukrainien. donc chacun y va de sa petite anecdote en fonction de ses partis pris d'abord. Bon, la deuxième chose, est-ce qu'on est en danger? Bah oui, parce qu'une fois de plus, pardon. Oh là là, On vous a on est perdu. face à, voilà, on est face à de C'est les l'amateurisme, Russes qui c'est-à-dire qu'on agissent. prend, on est face à de l'amateurisme parce que finalement, on arrive à attraper que les plus mauvais, Hmm. ceux qui se font péter les trucs eux-mêmes, etc. Donc, du coup, je vous laisse le niveau de la menace derrière qu'il peut y avoir. Après, est-ce qu'il faut se méfier des Russes? Oui, parce que dans les trois puissances qui font le plus d'ingérence en France, il y a les Russes, les Chinois et les Américains. Oui. Bon, la vraie question, c'est pourquoi on focalise que sur un seul groupe? Parce que chacun a des intérêts, voilà. Donc, la question, oui, ça va. Pourquoi ils faisaient ça? Bah, écoute, on aura peut-être des réponses plus appropriées une fois que ce sera fait. Mais derrière, non, malheureusement, les services de renseignement ont été démantelés par Nicolas Sarkozy, n'ont pas été remis au goût du jour depuis. Les services de renseignement sont utilisés pour la protection d'Emmanuel Macron personnel, pour savoir ce que pensent les Français, pour ficher les opposants politiques. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus de temps pour s'occuper des vrais sujets, enfin, de façon sérieuse en tous les cas. Donc là, il ne pouvait pas dire que c'était des Anglais, des supporters anglais ou des problèmes. Donc là, bah, voilà, donc on se retrouve dans une situation où bah, soit on fait confiance à Gérald Darmanin qui dit que tout va bien, Madame la Marquise, circuler, il n'y a rien à voir. Soit on peut se dire qu'il y a des rapports de la DGSI qui disent qu'il y a quand même quelques lieux d'inquiétude pour les JO et pour tous les événements à venir. Mais ceci dit, il n'y a pas besoin d'être à la DGSI pour s'en douter, vu le contexte actuel et les provocations permanentes d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. On a, je précise aussi, on avait ce Tchétchène aussi qui avait été arrêté le 22 mai dernier par les services de renseignement. Donc là, on peut dire quand même, a priori, il avait 18 ans, mais prévu de commettre un attentat au moment des JO. Euh, on peut se dire que là, quand même, on a un service de renseignement qui fonctionne bien et qui a permis, en tout cas, d'arrêter certains terroristes en puissance.
Bon, Heureusement que ça fonctionne de temps en temps quand même, parce que sinon ce serait démoralisant. Voilà, après on n'a pas forcément le haut du panier. Et la deuxième chose, en plus sur la Tchétchénie, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a des Tchétchènes réfugiés en France politiques, oui. mais qui ont leur passeport russe et qui retournent régulièrement en Tchétchénie. Je rappelle que le tueur de Samuel Paty a eu des obsèques nationales en Tchétchénie, mais qu'il avait quand même réfugié politique. Donc ça pose question. Et à l'inverse, il y a Oui. des Tchétchènes qui sont menacés de mort en Tchétchénie, qui se font assassiner en France. Donc, je veux dire, on est incapable de gérer les choses correctement une Mmh. fois de plus. Donc, de temps en temps, on tombe sur quelqu'un qu'on arrête, mais déjà, le tri à l'origine n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui rentrent sur le territoire, qui mériteraient la protection, qui se font tuer sur notre territoire alors qu'ils étaient censés être protégés. Et à l'inverse, des gens qui sont finalement des agents tchétchènes et russes et qu'on laisse en toute impunité sur le territoire. Donc, en fait, il n'y a pas ce filtrage Mmh. en amont qui permettrait quand même de faire certaines choses. Oui, Voilà, je donc je oui, ça précise, marche de temps en temps. Voilà. sur votre, c'est très intéressant ça. On avait reçu, il y a peu de temps, une journaliste spécialiste des questions d'Afrique qui a écrit Emmanuel au Sahel et qui nous expliquait que c'était très intéressant. Ils avaient retrouvé un terroriste, au Sahel, qui était au Sahel, lui, considéré comme terroriste, bon, qui est mort depuis. Mais il avait tenté de partir en Syrie et en Syrie, il se serait, embarqué dans les troupes qui étaient considérées comme des alliés, contre, Assad. Donc c'est intéressant parce qu'on en fonction des pays, on a nos petites grilles et on a du mal à vraiment, filtrer comme il le faudrait, en effet, les véritables dangereux ou pas, les véritables profils dangereux. Mais je dis pas que c'est facile, mais c'est intéressant en tout cas de voir qu'en fonction de l'origine. C'est facile, oui, c'est pas facile, c'est sûr, mais déjà, juste, on pourrait même vérifier les gens qui viennent d'une zone de guerre, qui peuvent avoir une expérience du combat. Juste, on les débriefe, quoi qu'il arrive. Oui. Après, on regarde s'ils sont dangereux ou pas. Je repense, par exemple, quand on parle de la Syrie, il y avait eu la brigade Krasuki qui avait été formée en Syrie, qui étaient des Français qui se battaient contre le régime syrien. Quand ils sont revenus en France, ces gens-là ont eu une formation militaire, qui ont eu une expérience des combats. Personne n'a pensé à les débriefer, Mmh. quelles que soient les choses. Je veux dire, ils auraient pu avoir des renseignements intéressants à donner. Mmh. Autre chose également, par exemple, on a Cédric Héroux dans le Sud, quand il fait venir des migrants en France, il avait proposé dans certains endroits de dire aux services de renseignement, écoutez, il y a des gens qui viennent de certaines zones de guerre, quand sur les filières, est-ce que ça vous intéresse de les auditionner? Ils sont prêts à parler. Réponse des services français, on n'a pas le temps. Donc en fait, je veux dire, au bout d'un moment, tout le monde veut mettre de la bonne volonté. Il y a des choses assez évidentes à faire qui ne sont pas faites. Effectivement, ficher les opposants politiques, ça prend du temps. Oui. Régis, sur ce sujet? Alors, moi, concernant le bricolo, parce que c'est un bricolo, le gars, il se met dans une chambre d'hôtel, le grand terroriste, il se met dans une chambre d'hôtel et il se fait péter son truc au visage. Il paraît que un explosif véritablement bricolé. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Si c'est les Russes, eh ben, dites donc, ils ont drôlement baissé, hein. Parce que si ils font des attentats, ils envoient des espions qui sont de pareils amateurs, c'est un peu inquiétant pour eux. Ça me fait penser à une phrase qu'on trouvait sur certains réseaux à propos justement de cette baisse, de cette perte du savoir-faire soviétique. Réveille-toi, Staline, ils sont devenus mous, hein, parce que là, c'est quand même, quand vous avez lu les bouquins de John le Carré, et je conseille à tout le monde de les lire, parce que c'est exceptionnel, on se dit quand même que le monde a changé. C'est la raison pour laquelle moi je ne peux pas avoir d'opinion sur cette arrestation. J'espère que les services français continuent, mais je pense qu'ils le font, mais avec un déficit de moyens évidemment, puisque là aussi c'est un service public. J'espère qu'ils le font parce que on est quand même exposé. Et les Jeux Olympiques, y compris avec les impacts que peuvent avoir sur certains cerveaux fragiles, ce qui se passe à Gaza, je pense qu'il va falloir être extraordinairement vigilant. Eh bien, Juste merci. pour Ouais, rebondir allez-y, sur Alexandre. ce qu'on veut dire, Régis, déjà au moins Emmanuel Macron rayonne à l'international. Soyez fiers d'être des amateurs. Voilà, ça prend quand même, même chez les terroristes. Et l'autre chose aussi, pour l'inquiétude, effectivement, les services de renseignement, les personnels essayent de faire le maximum qu'ils peuvent pour protéger les gens. Mais des fois, ils ont des directives politiques très compliquées qui leur demandent de faire tout et n'importe quoi, qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de la nation française et des Français et des gens qui viennent tout simplement circuler en France. Et je rappelle juste une anecdote, c'était à l'Euro 2016. C'était à ce moment-là un grand directeur de Scotland Yard qui avait dit la France doit déployer des policiers sur tout le territoire national pour sécuriser
l'événement parce que vos services de renseignement sont aveugles et ne savent pas où est la menace. Donc du coup, on épuise tout le monde de façon inefficace. Malheureusement, je ne crois pas que c'est beaucoup changé quand on voit la qualité des millefeuilles administratifs et des surcouches et des nouveaux moyens de contrôle pour finalement se perdre dans les strates et le millefeuille administratif. Eh bien, et puis vous savez quelque chose puisque vous l'avez vécu de l'intérieur, Alexandre Langlois. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, nos deux chroniqueurs police-justice. Vous êtes très Salut. nombreux et vous vous rappelez que quand on est très nombreux comme ça, la meilleure chose à faire, c'est encore de nous